Direction l'Inde, alors que la dernière caricature de Mahomet a suscité de vives réactions dans le monde, nous allons nous intéresser à la réaction indienne. Le débat est également intense dans la plus grande démocratie au monde. La liberté d'expression y est en théorie garantie par la Constitution. Pourtant, vous allez le voir, il n'est pas toujours évident de faire appliquer ce droit. Dans un pays où la censure étouffe de plus en plus les médias et les réseaux sociaux, des caricaturistes, journalistes ou encore des artistes profitent de la mobilisation planétaire après l'attentat contre Charlie Hebdo pour réclamer une véritable liberté d'expression. La très large victoire de la droite nationaliste hindoue aux élections législatives de mai dernier, ainsi que l'élection du très conservateur Narendra Modi au poste de Premier ministre, ne va certainement pas aider les langues à se délier. Voyez tout de suite ce reportage signé sur Habitando, Edouard Vedder, Louise Kaminka et Renaud Villain. En Inde, où vivent plus de 150 millions de musulmans, la tuerie de l'équipe de Charlie Hebdo a provoqué un vif débat dans la presse. La plupart des titres ont choisi de ne pas publier les caricatures de Mahomet qui font polémique. L'un des seuls à l'avoir fait s'est rapidement ravisé avant de publier cette déclaration. Nous maintenons que notre une relatant la terrible attaque à Paris a été réalisée selon les règles éthiques du journalisme. Cependant, de nombreuses personnes se sont dites offensées. Cela n'a jamais été notre intention et nous avons choisi de la retirer du site. Notre journal s'engage chaque jour à pratiquer un journalisme responsable. Comment se définit ce journalisme responsable ? Outlook est l'un des plus grands hebdomadaires du pays. Le magazine est réputé pour ses enquêtes fouillées et courageuses. Une exigence journalistique toujours mise à l'épreuve par les multiples sensibilités du public indien. C'est un pays infiniment complexe. Il y a ici des traditions et religions différentes, nombre de castes et de communautés. Toutes ont des intérêts différents, alors nous faisons très attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous ne faisons pas et ce que nous ne disons pas. Mais quand les mots font défaut, le crayon et l'humour peuvent prendre le relais. Bien qu'encore peu nombreux, des programmes humoristiques semblent dessiner une nouvelle génération de satiristes. Une génération qui utilise le rire pour aborder les questions politiques ou culturelles. Cette émission met en scène des Indiens moyens qui se moquent de la classe politique. Un triomphe sur Internet. Mais ces succès ne doivent pas dissimuler que la liberté d'expression reste une bataille à mener chaque jour. Asim Trivedi en a fait les frais. Ce dessinateur de 25 ans tient un blog qui prend pour cible la corruption en Inde. En 2012, il a été emprisonné 2 semaines pour un de ses dessins qui raillait un symbole national, le Parlement indien. Quand l'État vous dit que vous avez le droit de vous exprimer librement, mais que cette liberté vient avec une longue liste d'exceptions, alors pour moi, il s'agit d'une illusion de liberté. En fait, vous vous retrouvez entouré par des murs d'interdiction, sans jamais savoir vraiment qui en a décidé ainsi. Une longue histoire en matière d'interdiction ou d'attaque du travail des artistes et des intellectuels. L'année dernière, le livre d'une Américaine spécialiste de l'Inde a provoqué de virulentes manifestations de groupes d'étudiants hindous. Sous la pression, la prestigieuse maison d'édition Penguin India a choisi de détruire tous les exemplaires. Mihir Sharma est un éditorialiste de la capitale New Delhi. Pour lui, ses concitoyens indiens ne revendiquent pas assez cette libre expression. En Inde, vous ne pouvez pas parler de tout ce qui est considéré comme sacré par les différentes religions. Vous ne pouvez pas parler de la justice. En bref, vous ne pouvez pas aborder tous les sujets qui pourraient rendre ce pays plus difficile à gouverner. Et en plus de ces restrictions légales, il y a un consensus très large dans la société qui veut qu'on n'aborde pas ce qui pourrait créer un désaccord ou un conflit. Cette ligne, à ne pas franchir ou à repousser, était au cœur du débat entre médias indiens et correspondants étrangers ce week-end. Pour ce célèbre journaliste, l'infinie diversité culturelle du public indien doit être reflétée et respectée dans les journaux. Votre liberté s'arrête où la mienne commence. Nous nous devons de respecter ce contrat social. Ce contrat social qui dit que, sans empiéter sur ma propre liberté, je n'ai pas le droit de vous insulter. En fonction de cela, nous devons ajuster nos propos.
En matière de liberté de la presse, l'Inde figure dans le dernier quart de la liste dressée par Reporters sans frontières. L'organisation pointe du doigt les violences croissantes contre les journalistes. Sur l'année 2013, 8 d'entre eux sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Peut-être l'une des raisons pour laquelle la plupart des journaux privilégient la prudence au risque de verser dans l'autocensure. Dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, l'Inde occupe la 140e place sur 170 pays. Un bonnet d'âne étonnant sur la tête de la plus grande démocratie du monde. De toutes les questions sensibles, c'est la religion qui braque le plus les autorités. La critique des cultes est devenue impossible. Les autorités s'appuient sur le code pénal indien qui proscrit l'insulte aux sentiments religieux. En février dernier, la maison d'édition Penguin India a été contrainte de retirer de sa collection un ouvrage écrit par Wendy Doniger, Les Hindous, une histoire alternative, après l'attaque en justice d'un groupe hindouiste. Sur Internet, l'État n'hésite pas à mettre la pression aux sites Google, Facebook ou encore Twitter, auprès desquels il intervient directement en passant à l'as, s'il le juge nécessaire, tout contenu allant contre le respect des religions. Alors que la Russie traverse l'une de ses plus graves crises économiques, des projets financés par le Kremlin pour glorifier le patriotisme russe se multiplient. Nous vous proposons une plongée dans le monde de SET. SET, c'est la toute nouvelle organisation de jeunesse pro-pouvoir. Son concept, un centre créatif chaperonné par des producteurs. Leur mission, sponsoriser des projets patriotiques, souvent à la gloire de Vladimir Poutine. Reportage de la correspondante de France 24 à Moscou, Ksenia Bolchakova. Une start-up branchée, un journal de mode. Non, nous sommes bien dans les locaux d'une organisation politique. SET, traduisez le réseau, la dernière née des jeunesses pro-Kremlin. Nous sommes la génération des 20 ans, ceux qui sont nés dans la Nouvelle-Russie. Ce pays qui a enregistré toute une série de victoires obtenues grâce à notre président, comme le rattachement de la Crimée ou encore les Jeux Olympiques. Anastasia en est la porte-parole, elle chaperonne aussi les jeunes activistes sponsorisés par l'organisation. Voici Evgeny. Il a fait un film pour nous sur Poutine. Ça s'appelle Le Choix. Le Choix, ou l'histoire d'un espion en Allemagne de l'Est. Juste après la chute du mur de Berlin, des manifestants attaquent le bâtiment du KGB à Dresde. C'est alors qu'un officier sort sur le parvis, il dit « Vous êtes sur le territoire de mon pays et je le défendrai au prix de ma vie ». Cet officier, c'était Vladimir Vladimirovitch Poutine. Pour Evgeny, un homme de principe qui ne trahira jamais son pays. Et ici, ils sont tous d'accord, Poutine est plus qu'un chef d'État. Sur leur site web, un manifeste inquiétant. On peut y lire « La voie tracée par le père est incontestable. Nous ne luttons pas contre le pouvoir du père, nous faisons corps avec lui. » Oui, ce père, c'est bien Vladimir Poutine. C'est le père que chacun d'entre nous aurait aimé avoir. Et que pensez-vous du culte de la personnalité? C'est ce que vous faites? Et en quoi ce que vous faites est différent? Eh bien, c'est différent. Le culte de la personnalité, c'est quelque chose qui existait avant, c'était imposé par le régime soviétique. Nous soutenons Poutine volontairement, comme l'homme qui nous a rendu notre dignité, la foi en l'avenir et la fierté pour notre pays. Une fierté qu'ils affichent sur les murs des grandes villes, avec ces gigantesques fresques glorifiant la politique de leur leader. À travers des défilés de mode très patriotiques, avec en vedette des imprimés Poutine en noir et blanc, l'aigle impérial, le soldat sans insigne, comme ceux qui ont envahi la péninsule ukrainienne. Des shows à gros, très gros budget, les créateurs de SET ont carte blanche. Mes shootings photos se passent juste là, mon studio est ici. SET m'aide également pour toute la pub et la communication, c'est très important. Et financièrement, comment ça se passe?
Je ne m'occupe pas de l'aspect financier, je ne sais même pas comment ça se passe. Vous devriez en parler avec les responsables. Moi, je reçois juste toutes les ressources dont j'ai besoin. Seth a une règle d'or, ne jamais révéler l'origine de ses fonds. Pourtant, une source indépendante affirme que le projet est bien piloté par l'administration présidentielle. L'an passé, le Kremlin y aurait injecté plus de 25 millions d'euros. Alors que le pays est frappé par des sanctions occidentales, au bord de la récession, que le rouble a perdu 50% de sa valeur, comment expliquer de telles dépenses ? Les hauts responsables politiques sont en panique. La situation économique est catastrophique, ils le savent, mais ils ne peuvent pas l'améliorer dans l'immédiat. Ils ont donc choisi de déplacer la lutte sur le plan idéologique comme ils le faisaient du temps de l'Union soviétique. Une méthode appliquée par Siet. Ici, on ne parle jamais de la crise, mais de l'état fort au passé et à l'avenir glorieux. Un message martelé par les recruteurs aux petits nouveaux qui veulent rejoindre ses rangs. Ce qui s'est passé avec la Crimée, c'est la réunification des Russes avec leur histoire. Une décision pour laquelle nous devons payer le prix fort. Et les sanctions, c'est ce prix à payer. Un prix sans doute trop élevé, mais nous le payons. Dans cette affaire, il n'y a pas d'innocent ou de coupable. Il y a un vainqueur et un perdant. Un message très proche de la doctrine prônée par les voix les plus officielles du régime. Il y a une nouvelle idéologie qui est en train de se former et je pense qu'elle vient à la place d'une idéologie qui disait que la Russie ne peut pas subsister sans être un partenaire cadet du monde occidental. Et je pense que cette idéologie d'un junior partner, comme disent les Américains, elle n'a plus place en Russie. C'est fini, c'est terminé. Et l'un des buts du pouvoir, pousser la jeunesse russe à rejeter les valeurs occidentales, faire front derrière Vladimir Poutine. Grâce à Siet, un pari réussi dans les cas d'Anastasia, Evgeny ou encore Anna, mais aussi pour les milliers d'autres membres que compte l'organisation à travers le pays. 6-7 rejette les valeurs occidentales. Une autre organisation rassemble au contraire les forces pro-européennes de Russie. Il s'agit de la plateforme en ligne Open Russia, lancée par l'ancien oligarque et opposant au Kremlin, Mikhail Khodorkovsky. Son message, la Russie et l'Europe, que ce soit en termes géographiques ou culturels. Une Europe où chaque pays suit sa propre voie sans rejeter ses valeurs nationales. Restez sur Futur TV, on se retrouve après ceci.